On va continuer à parler de pulvérisation avec vous, Julien Lyon. Je rappelle que vous êtes inspecteur contrôleur de contrôle pulvérisateur et machinisme à la Chambre d'agriculture de l'Aude. On va voir avec vous quels sont les bons paramètres pour une pulvérisation optimale. On va parler ensemble d'entretien du matériel, d'étalonnage, de bouchage, de réglage et du débit. Mais d'abord, donc, quels sont Julien Lyon, ces paramètres qui sont primordiaux? On y est. Oui, donc pour présenter rapidement tous les paramètres d'efficacité d'une pulvérisation. Donc en premier, on peut parler de tout ce qui est conditions météo, l'hygrométrie, la température et le vent, bien sûr. La pulvérisation, tout ce qui comporte le matériel, les réglages et l'utilisation qui en est faite. Ensuite, sur le type de produit, donc nous en bio, ça sera que des produits de contact. Et ensuite, tout ce qui est la culture, palissage, gobelet ou autre. Donc ici, sur cette diapo, on va se concentrer sur tout ce qui est hygrométrie et température. Donc l'hygrométrie, c'est le pourcentage d'humidité présent dans l'air. Donc il est très important pour la vitesse d'évaporation des gouttes. Alors ici, sur les lignes, on a 3 tailles de gouttes différentes en microns. Donc c'est c'est les tailles de gouttes utilisées majoritairement pour les pulvérisations en vigne. Donc 50, 100 et 20 et 200 microns. Et ensuite sur les colonnes, il y a 2 cas distincts. Donc on va dire les conditions optimales, température aux alentours de 20 degrés, hygrométrie 80%. Et ensuite des conditions plus compliqué, température de 30 degrés et hygrométrie de 50%. Donc ce qu'on voit, c'est le temps de vie en secondes, qui est très variable suivant la taille des gouttes. Si on augmente la taille des gouttes par 2, on augmente la durée de vie des gouttes par 4. Par contre, une bonne condition par rapport à une mauvaise, on va diviser le temps de vie en secondes par 4. Donc voilà, on parlait de qualité de pulvérisation, du bon réglage et du bon matériel. Par contre, les conditions météo sont aussi très impactantes, puisque temps de vie est réduite par 4, on peut vite arriver à des problèmes d'efficacité. Encore plus si on est en présence de vent. Donc rapidement, ici, c'est une simulation de l'influence de la vitesse de vent par rapport à la dérive. Donc les pourcentages ici correspondent au pourcentage des gouttelettes qui n'atteignent pas la cible. Donc ce qu'on peut voir, alors l'unité c'est mètres par seconde. Donc 1 mètre seconde c'est 3,6 km/h. Donc pour faire simple, vous avez 0, 3,5, 7, 10, 13,5 et 17. Donc ce qu'on voit c'est qu'entre 7 km/h et 10 km/h, l'influence du vent est très importante sur les gouttes, parce qu'on passe de 5% à quasiment 15% de dérive. Encore plus important en bio, parce qu'on est sur des produits de contact. Donc pour produits de contact, il nous faut une couverture suffisante et homogène. Donc pas de vent et pulvérisation face par face, donc ça recoupe ce que disait Eric tout à l'heure. Et surtout une bonne orientation des diffuseurs, parce que ça, bon, ça semble une évidence, mais sur le terrain, on s'aperçoit que il y a plus de la moitié des appareils qui ne traitent pas les bonnes zones ou insuffisamment. Donc les tests de qualité de pulvérisation, c'est très important. Donc c'est pas à faire forcément à chaque pas saison, mais au moins en début de saison et en milieu. Donc il y a plusieurs moyens d'assurer cela. Donc le premier, c'est le test à la tôle rouillée. C'est très facile, hein. Vous prenez une tôle rouillée, vous le mettez dans la végétation. L'avantage de la rouille, c'est qu'on voit très bien les impacts de pulvérisation. Donc en fonction des résultats que vous obtenez, vous réglez ou pas les diffuseurs en conséquence. Et tant que ce n'est pas correct, on refait les réglages. Ensuite, vous avez les papiers hydrosensibles, donc ça c'est très connu, hein. On les met sur 3 niveaux, zone de grappe, milieu et haut, intérieur, extérieur. Donc là, ça nous permet de tester les impacts, mais aussi la pénétration dans le végétal, puisque des fois, c'est la pénétration qui peut poser problème. Et ensuite, les tests fluorescéine. Donc là, c'est plus, on dira, des démonstrations collectives avec par exemple, avec un technicien chambre ou autre.
Donc l'étalonnage, bon, ça c'est pareil, c'est la base, un volume connu, puisque régulièrement on s'aperçoit que y a des viticulteurs qui peuvent partir traiter sans savoir exactement combien de volume ils mettent à l'hectare. Donc ça semble gros, mais c'est assez présent dans les campagnes. Donc c'est vraiment à vérifier en début de chaque campagne. Donc pas forcément tout ce qui est vitesse et autres réglages, mais au moins les débits. Puisque si on teste tous les débits à chaque buse, par exemple, on peut vraiment voir s'il y a des défauts, par exemple de bouchage ou une pièce qui s'est usée. Par exemple, une anti-goutte qui peut entraîner rapidement 50% de débit en moins sur une sortie. Donc si on ne le fait pas, on peut s'en apercevoir en milieu de campagne, mais en bio, il n'y a pas de produit curatif, quoi. Donc le volume d'eau, donc suffisant pour avoir une couverture optimale. Ça semble évident. Pas de volume prédéfini, c'est-à-dire que on a tous des abacs sur un pneumatique, il faudrait entre 130 et 160 litres. On entend ça. Bon, c'est pas forcément vrai, quoi. Ça peut varier du simple au double suivant les réglages que l'on a et les appareils. Il y a environ 4 mois, 5 mois, pas très loin d'ici, on a fait des tests de papier hydrosensible avec 4 appareils, 4 technologies d'appareils différents. Il y avait un pneumatique, un aéro et 2 face par face. Ce qu'on a fait, c'est que l'aéro et le pneumatique, on est passé tous les 2 rangs à 125 litres de volume hectare. Et ensuite, les face par face, on en a fait un à 130 litres et un autre à 65 litres. Celui qui ressortait le mieux, c'était le face par face. J'ai porté à 65 litres hectare. Pourquoi ? Je ne vous demande pas de passer à 60 litres, mais c'est que l'agriculteur était quelqu'un de très consciencieux qui contrôle très profondément ses réglages et assez régulièrement. Donc il était sûr de ses réglages et il pouvait se permettre ce genre de choses. Voilà, c'est pour dire que si on est sûr de ses réglages, on peut effectuer des baisses de volume. Par contre, si on y va à tâtons, c'est à éviter. Ici c'est juste pour, si on regarde la ligne tout en bas, ça nous donne le nombre de gouttes au centimètre carré qu'il faudrait pour une bonne pulvérisation par rapport aux produits utilisés. Donc sur les fongicides de contact, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est les produits qui demandent la meilleure qualité de pulvérisation. Donc j'ai fait vite sur l'étalonnage et les différentes technologies de pulvérisation. Vous retrouvez tout ça en beaucoup moins synthétique dans le guide pratique de réglage et d'utilisation des pulvérisateurs viticoles. Sur Internet. Sur Internet. Donc c'est un guide qui a été fait par le groupe Machinisme Régional à partir des travaux faits sur le banc Evaspré Viti. Voilà. Rapidement sur la filtration, donc on s'aperçoit que sur les appareils, la filtration c'est souvent un peu léger, on dira. Sur certains vieux appareils, vous n'avez que des filtrations au niveau de la pompe pour la protéger. Donc pour tout ce qui est buse, c'est trop léger comme filtration. Il faut vraiment avoir des filtres au tronçon ou aux buses et une filtration assez fine, c'est-à-dire 80 en mèche. Donc ça c'est l'unité. Par contre, si on met des filtres aux buses ou aux pastilles, là je vous ai mis les 2 types de filtres aux buses. Donc vous avez la première, c'est une coupelle, et l'autre c'est un filtre cylindrique. Donc le premier cas, les filtres à coupelle, c'est souvent ce qui est mis quand vous achetez un pulvérisateur ou c'est les filtres les moins chers. Ça c'est vraiment à sortir, le premier truc à faire c'est sortir ces filtres. Et privilégier les deuxièmes filtres. C'est tout simple, c'est parce que la surface de filtration sur les premiers est très faible, et donc dès que vous arrivez sur une bouillie assez dense, notamment avec des produits tels que le soufre, vous les bouchez de suite.
Donc l'entretien, pas de bonne qualité de pulvérisation sans entretien. Donc là, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est on va dire mon vécu de contrôleur, hein. Sur 4 ans, j'ai fait 1000 pulvés, donc c'est ce qui ressort le plus. C'est tout ce qui est buse et pastilles. Donc souvent, on pense que parce qu'on a enclenché la cuve de rinçage, qu'on a fait passer un peu d'eau claire, les buses sont propres. Ça, c'est complètement faux. Il faut faire un nettoyage manuel, surtout sur les buses, notamment ces buses à terre. Nettoyage manuel, c'est bien sûr sans fil de fer, hein, parce que bon, des fois vous avez 3 buses différentes, vous avez le débit qui va de 1 à 3, quoi, parce que le fil de fer a fait son action. Sans fil de fer, ça veut dire avec quoi ensuite? Une brosse? Plutôt une brosse, oui, ou à l'air comprimé. Donc nettoyage manuel, donc je dis, j'axe un peu sur ces buses à turbulence qu'il faut démonter en deux, puisqu'on a quand même des mécanismes à l'intérieur et il peut se faire des micro-dépôts. Et ces micro-dépôts, à l'œil nu, on voit pas grand-chose. Par contre, quand vous passez ces buses au contrôleur de débit, vous pouvez avoir vite des différences de 1/3 par rapport à ce qu'elles devraient vraiment fournir. Donc attention là-dessus. Bon, ensuite, les manomètres. Donc, ça permet le contrôle de la pression. Je rappelle, c'est un mécanisme fragile, hein. Donc, attention au choc, au remisage. Pendant cette période, on peut éventuellement le démonter pour le mettre dans le bureau parce que ça accepte mal les chocs par rapport au gel. Et attention à la graduation. Par exemple, sur un pulvé pneumatique, on ne mettra pas un manomètre de 25 bars gradué tous les 2 bars. On utilise la pression entre 1 et 4 bars. Si on ne voit pas ce qu'on fait, ça sert à rien, quoi. Alors, le manomètre, il peut avoir quelques soucis des fois. C'est-à-dire que l'aiguille peut, des fois, en pulvérisation, jongler entre 2 et 4 bars. Là, c'est pas une erreur du manomètre, c'est une erreur due à la cloche à air. Donc la cloche à air, qu'est-ce que c'est? C'est un amortisseur des coups de piston de la pompe. C'est fait pour que vous puissiez lire la pression sur le manomètre, tout simplement. Donc, si le manomètre, l'aiguille, n'arrête pas de bouger, c'est à la cloche à air qu'il faut regarder. Donc, comment on règle? C'est très simple, on met une certaine pression d'air. Donc, cette pression d'air, c'est 50% de la pression que vous avez au mano. Donc, si vous traitez à 3 bars, vous mettez 1 bar et demi sur la cloche à air. Si vous avez de l'eau qui sort de la valve, c'est que votre membrane est cassée, enfin est percée. Donc, vous avez 4 à 6 boulons, vous les démontez, ça prend 10 minutes, vous changez la membrane et vous remettez de l'air. Donc ça, c'est un schéma simplifié d'un réseau de pulvérisateurs. Donc nous, les endroits, notamment avec les produits style soufre, on a beaucoup de problèmes sur les dépôts, notamment sur la partie régulateur. Donc c'est toute la partie manomètre, électrovanne et nourrice. Donc le gros problème vient souvent sur la partie des nourrices. Donc qu'est-ce que c'est une nourrice? C'est un diviseur de débit. Vous avez l'arrivée de bouillie par un tuyau et ça divise le débit par exemple en 4 ou 5 sorties. À ces endroits, souvent les diamètres sont très fins et un dépôt de quelques millimètres de soufre, ce qui arrive assez régulièrement, ça peut vite engendrer des pertes de pression et donc de débit. Et donc, pareil, on peut avoir des écarts entre côté gauche et côté droit du simple au double. Donc ça, au contrôle, c'est quelque chose qu'on voit puisqu'on met des manomètres de chaque côté. Ensuite, pour finir, une autre pièce qui pose souvent problème, on n'y pense pas, mais c'est l'anti-goutte. Donc c'est un système très simple. Par contre, il nécessite très peu d'entretien, mais il en nécessite un peu. C'est-à-dire que la membrane, c'est comme les membranes de la pompe, ça se change à intervalles réguliers. Si on ne le fait pas, arrive un moment, le caoutchouc peut se détériorer et se percer. Donc, bien sûr, l'anti-goutte ne fait plus effet, mais surtout, le problème, c'est que vous avez la bouillie qui passe dans le mécanisme derrière et dans le ressort. Et donc, du coup, ce ressort peut casser ou se corroder. Et voilà, le mécanisme d'une anti-goutte, vous fermez la pression. Quand la pression retombe, le ressort permet de fermer la sortie et donc d'éviter au système de goûter. Par contre, si le ressort
devient corrodé, sa pression de tarage peut passer par exemple de 600 grammes à 2 bars. Donc souvent on arrive sur des sorties où on n'a plus du tout le débit voulu. On peut perdre des fois 2 tiers de débit à cause de ce manque d'entretien. Et donc avoir des gros problèmes de pulvérisation. Voilà. Donc ça, c'est une membrane, ça coûte peut-être 50 centimes. À changer tous les 3 ou 5 ans, c'est bête de devoir changer le mécanisme derrière à cause de ça. Il y a juste, pour finir là-dessus, attention aux gouttes à gouttes, aux anti-gouttes Technoma avec fermeture individuelle. C'est très pratique, on peut fermer les buses les unes après les autres. Par contre, sur la durée de vie, c'est très peu fiable, quoi. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Et un mot, Julien Lyon, sur les erreurs commises le plus souvent, c'est quoi? Vous en parliez, vous êtes beaucoup sur le terrain, vous avez fait beaucoup de suivi, d'accompagnement. Les erreurs commises au quotidien ou très fréquemment, c'est quoi? Souvent, comment dire, on pense parce qu'on a rincé l'appareil une fois, qu'on n'a pas besoin de démonter pour regarder ou de faire les tests d'étalonnage, par exemple, en début de saison ou en milieu de saison. On regarde vite fait à l'œil, on voit que ça coule et on fonce. Le problème, c'est que l'œil, c'est un très mauvais indicateur, encore plus que parce qu'on a des systèmes de ventilation. Donc la ventilation homogénéise les sorties, peut sortir 3 fois plus d'un côté que de l'autre. Avec la ventilation, on le voit pas. Ça, c'est une évidence, puisque quand je contrôle, premièrement, ce que je fais couler l'appareil. Donc, à l'œil nu, je peux voir que tout va bien. Par contre, dès que je mets les manomètres, côté droit, côté gauche, là, il peut y avoir des différences énormes qu'on ne voit pas à l'œil. Donc, si on ne fait pas d'étalonnage, si on ne fait pas de test de qualité de pulvérisation, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. En fait, le non-entretien de ces appareils, ce que vous évoquez là, peut aussi à l'arrivée coûter très cher. Oui, mais cette année 2018, on parlait des problèmes en bio, hein, mais ces problèmes, on les a retrouvés aussi chez les conventionnels, hein. Ceux qui faisaient un peu n'importe quoi et les produits systémiques rattrapaient un peu l'affaire. Cette année, il y a eu autant de problèmes chez les conventionnels que chez les bio. Donc si on passe pas face par face, qu'on ne sait pas forcément où c'est qu'on tape, une année comme 2018, même en conventionnel, on peut se faire prendre. Voilà. Merci Julien. Le guide, hein, donc, est disponible sur le site de la Chambre d'agriculture de l'Aude.